Donc, bonjour à tous et à toutes, merci d'être présents. Donc, je m'appelle Marc Henbert et je viens vous présenter le fonds de dotation Happy Sun Love qui a été monté en fait, pour la sauvegarde de l'abeille et de son environnement. Donc, Happy Sun Love à l'initiative a été créé en fait, par Benoît Michaud qui est PDG du groupe Mentor et qui en fait dans sa jeunesse a découvert aussi l'abeille grâce à son grand-père et à son père qui lui ont transmis aussi une passion. Tout comme moi. Donc moi c'est mon grand-père en fait qui m'a aussi fait découvrir le monde de l'abeille. Ça fait une dizaine d'années aussi que j'ai hérité du cheptel familial et que j'ai été un peu plus, on va dire, noyé dans tout cet univers et surtout que j'ai été confronté à toute la problématique qu'on rencontre en apiculture. Et surtout, l'importance de l'apiculture, c'est surtout la pollinisation. Alors, la pollinisation, rapidement, on répète ce que c'est la reproduction des fleurs, c'est notre alimentation qui est en jeu, c'est l'écosystème qui est aussi en jeu. Pas de pollinisation, Einstein aurait dit en 4 années, l'homme s'éteindrait parce que plus de nourriture, plus de moyens de s'alimenter, ce qui est quand même notre base. Donc les pollinisateurs sont très importants. Les pollinisateurs, ils sont multiples. Il n'y a pas que l'abeille qui pollinise aujourd'hui. Mais l'abeille, elle a un rôle un peu particulier avec nous parce qu'en fait, on a un produit final avec l'abeille. Donc on s'y intéresse beaucoup plus que tous ces petits pollinisateurs qui sont aussi importants. Donc on a des abeilles maçonnes, on a des papillons, on a des bourdons, on a une diversité. Les guêpes aussi ont un impact aussi sur la pollinisation. Donc c'est aussi très important de défendre l'environnement des pollinisateurs. On a aussi des pollinisateurs comme l'abeille qui est sur votre droite, et là on a une abeille sauvage qui est très ressemblante mais qui ne va pas piquer et qui va fonctionner différemment aussi par rapport à une abeille normale. Donc là vous avez différents fonctionnements d'abeilles sauvages. Donc, une abeille sauvage, elle ne fonctionne pas en colonie. C'est-à-dire qu'elle, pour se reproduire, elle va aller plus dans des trous, elle va pondre une larve, elle va stocker du pollen, elle va fermer avec un peu de terre, elle va repondre une larve, elle va remettre du pollen, ainsi de suite. Et ça, c'est un mode de reproduction qui est complètement différent, mais que pour l'homme, en fait, ne crée rien, à part un travail de pollinisation qu'on ne voit pas forcément. Le bourdon va avoir un fonctionnement un peu plus proche de l'abeille. Donc, il a une communauté, on va appeler ça comme ça, qui a un travail, mais que pour elle. C'est-à-dire que c'est pareil, le bourdon, il va chercher du pollen, il va se nourrir avec ce pollen, mais il ne va rien créer pour l'homme. Donc, c'est pareil, on ne s'y intéresse pas plus que ça, on va plus avoir peur de lui aussi. Et la guêpe ou le frelon va créer un nid plus type nid en papier. Donc en fait, les guêpes et les bourdons vont chercher au niveau des arbres du bois et vont le transformer en ce papier pour faire leur nid et avancer. Et l'abeille, ce qui nous intéresse nous aujourd'hui, l'abeille aujourd'hui, le rapport humain avec l'abeille, il est depuis très longtemps. Au niveau de l'Égypte, on avait déjà une interaction avec les abeilles. Donc c'est quoi une abeille? Déjà, c'est un essaim. Et un essaim, tout seul, il est capable de s'installer dans un trou, dans une branche, de construire son habitat pour pouvoir se développer et d'avancer. Et nous, êtres humains, on a commencé un peu à essayer de les capturer et de travailler avec elles pour pouvoir en fait récupérer ce qu'elles créent. Donc récolter leur miel, récolter leur pollen. Et en fait, dans l'apiculture, il y a 2 types aujourd'hui d'apiculture qui existent. Ce qu'on appelle une apiculture fixe, donc en fait où on vient juste apporter un tronc, une ruche en paille, une poterie à l'abeille pour pouvoir qu'elle se fixe à l'intérieur, mais on ne va pas pouvoir interagir avec parce qu'elle construit et s'il fallait interagir avec, on va tout casser. Donc on a développé ce qu'on appelle une apiculture mobile qui est sur votre gauche, donc ça peut quand même être sous une forme de tronc ou autre, sauf qu'on a créé cette petite barrette qui permet d'interagir et qui aujourd'hui sont très importantes. Pourquoi? Parce que les problèmes qu'on a, si on n'avait pas cette apiculture moderne, on va appeler, ce serait compliqué d'aujourd'hui de maintenir notre apiculture. Donc, qu'est-ce qu'on trouve dans notre ruche? Donc, les 3 castes qu'on trouve, c'est la reine, les abeilles et les faux bourdons, les mâles. La reine, il n'y en a toujours qu'une. Les abeilles, il y en a des milliers. Et les mâles, c'est pareil, il y en a beaucoup. Mais le mâle, il est feignant, il ne fait pas grand-chose. Donc la reine. La reine, c'est l'énergie de la ruche
comme je vous disais, s'il n'y a pas de reine à la tête d'une colonie, les colonies vont s'effondrer. On reviendra un peu après dessus, ce qu'on appelle l'effondrement de ces colonies. Comment est créée une reine? Donc on a plusieurs cas de figure pour créer une reine. On a l'essaimage, donc la reproduction naturelle de la colonie. Donc en fait, dans la colonie, les abeilles vont commencer à construire ce qu'on appelle les cellules royales. Donc cette petite forme d'alvéole. La reine va aller pondre des œufs dedans. Il peut y en avoir plusieurs en fait dans une ruche. Les abeilles vont commencer à donner beaucoup de gelée royale à l'intérieur. Et au bout de 16 jours, il y a des nouvelles reines qui vont sortir. Mais ce qui se passe, c'est qu'avant que les nouvelles reines sortent, la reine va partir de la ruche avec beaucoup d'abeilles pour reconstituer un essaim ailleurs. Et c'est ça la reproduction. Et à l'intérieur de cette colonie, donc il y a plusieurs reines qui ont été créées, sauf ce qui va se passer, c'est une petite guerre, c'est-à-dire que la première qui va naître va aller éliminer les autres reines pour prendre la tête de la colonie. Une fois cette étape faite, elle va aller faire un vol de fécondation. Donc elle va sortir de la ruche, elle va aller se faire féconder par des mâles, et elle va revenir à la ruche ou pas, parce qu'elle peut se faire aussi attraper ou elle peut se tromper de ruche. Et là, voilà, on a une nouvelle colonie qui est recréée. Donc c'est un mode de reproduction qui est assez faible en soi, parce qu'une reine, pour se reproduire sur ce mode-là, c'est une reine qui va avoir entre 1 à 2 ans. Donc ce n'est pas tous les années où on recrée une colonie, et il n'y a qu'une seule colonie qui est recréée, si elle va à terme. L'autre mode qui peut être pour le renouvellement de reine, c'est une vieille reine. Donc là, la vieille reine, par contre, elle ne va pas aller à l'essaimage, elle ne va pas sortir de la ruche. Elle va par contre avoir une nouvelle cellule de créer, ou pas, parce que des fois la reine meurt subitement. Donc là, il n'y a pas eu ce cycle de recréation. Donc ce qui se passe, c'est que les abeilles vont utiliser des dernières pontes, des dernières œufs, donc les larves de moins de 3 jours qu'elles sélectionnent, pour retransformer avec tête en bas pour faire une cellule royale et permettre de recréer une nouvelle reine. Donc voilà la reine, comment elle se multiplie. Vous avez le faux bourdon, donc le mâle. Le mâle, il faut savoir qu'il est là, qu'il est présent que sur la période chaude, on va dire. Donc c'est-à-dire à partir de maintenant, jusque septembre, où là en fait ils sont carrément expulsés de la ruche. Alors le mâle, il a un cycle de développement, il lui faut 24 jours pour créer un mâle. Vous avez là 2 types de taille de cellules. Vous avez des petites cellules et vous avez des grosses cellules. Ce qui se passe, c'est quand la reine vient pondre, grâce à cette taille de cellules, elle va pouvoir pondre un œuf fécondé ou un œuf non fécondé. Un œuf fécondé va créer des abeilles et un œuf non fécondé va créer un mâle. Donc voilà comment les mâles sont créés. Mais il y a aussi un cas qui peut être complètement différent pour créer des mâles. Et en fait, c'est le cas où les reines n'ont pas pu être échangées et qu'il n'y a pas eu de nouvelles reines à la tête de la colonie. Ce qui se passe, c'est que les abeilles vont sauver leur patrimoine génétique. Elles vont se mettre à pondre. Parce qu'une abeille peut pondre, mais en fait, quand il y a une reine à la tête de la colonie, la reine émet des phéromones qui bloquent cette ponte. Donc là, comme il n'y a plus de reines, elles sauvegardent leur patrimoine, plusieurs abeilles vont pondre et il va y avoir que des mâles. Et après cette colonie, elle va aussi mourir parce qu'il n'y a pas de régénération d'abeilles qui travaillent, qui amène l'équilibre. Donc c'est une ruche qui va être perdue. Donc voilà comment les mâles sont créés et voilà comment on reproduit des mâles. Et le mâle, son travail, comme je disais, c'est surtout sur la fécondation de la reine. Il ne ramène pas de nectar, il ne ramène pas de pollen, il chauffe un peu la ruche. Et sinon, il est nourri aussi par les abeilles, sinon, il ne fait pas grand-chose. Donc il y a l'abeille. L'abeille qui est la force vitale de la colonie pour aller chercher toute l'énergie de la ruche. Donc comme je disais, c'est des descendantes d'une seule reine, donc elles sont ou sœurs ou demi-sœurs, vu que la reine a été fécondée par plusieurs mâles. Elles sont créées en 21 jours, et dès qu'elles sortent, elles vont commencer à travailler. Donc elles vont en fait commencer au plus proche du couvain, elles vont s'occuper du couvain, elles vont nettoyer le couvain, elles vont créer de la gelée royale, c'est leur première phase de développement. Après, elles vont avoir des glandes qui vont leur permettre aussi de créer la cire, de créer l'environnement. Elles vont évoluer de plus en plus au niveau de l'âge qu'elles ont. Et elles vont, au final, après, devenir butineuses, excusez-moi. Donc elles vont sortir de la ruche et aller chercher toute l'énergie que la colonie a besoin.
Je perds mes mots. Excusez-moi. Oui. Donc voilà. Je perds mon fil. Le fil, voilà. La reine, non, c'est bon. Voilà. On va commencer du coup, les abeilles, voilà. Ce qu'elles vont chercher, ce qu'elles vont récolter. Donc, il y a des choses qu'elles récoltent et il y a des choses qu'elles fabriquent. Donc, le miel, elles vont le récolter. Elles vont aller de fleur en fleur pour aller chercher le nectar. Elles vont le ramener à la ruche, elles vont se l'échanger entre elles pour créer en fait aussi le miel. Elles vont le mettre dans des cellules, elles vont le déshumidifier pour créer le miel. L'apiculteur, pour le récolter, on utilise nous des cadres. Donc, comme vous voyez sur la gauche, on va le désoperculer. Donc en fait, quand les cellules sont pleines, que l'humidité est parfaite au niveau d'une cellule propre, les abeilles vont les fermer, donc elles les ferment une à une. Là, on voit une différence entre une cellule qui a été ouverte, une cellule qui est pas une cellule operculée et une non operculée. C'est une cellule qui n'est pas operculée, c'est une cellule où le miel n'est pas à bon taux d'humidité. On ne devrait pas le récolter, nous, normalement. Mais bon, pas comme ça que ça se passe des fois. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on va les désoperculer, le mettre dans un extracteur pour sortir ce miel. Et ce miel, c'est aussi en fonction des fleurs qu'il est créé. Où on place nos ruches, le type de fleur va être différent, donc le type de miel va être différent. Et certains apiculteurs font aussi ce qu'on appelle de la transhumance. Ils courent après les fleurs pour avoir tel ou tel type de miel, de l'acacia, du sapin. Voilà, c'est l'apiculteur qui vient mettre ses ruches au plus proche des fleurs qu'il veut récolter. On trouve aussi le pollen. Donc le pollen, en fait, quand elles font aussi la récolte de nectar, elles ramènent toujours du pollen aussi sur l'arrière de leurs pattes. Elles le stockent à l'intérieur. Donc là, on peut voir une boule de pollen qui a été posée avant d'être compressée. Et on peut voir différentes couleurs. L'écran n'est pas super. Au niveau en fait, des pollens qui sont la couleur pour chaque type de fleur qui a des vertus aussi différentes. Et le pollen, c'est l'énergie, c'est la protéine de la ruche. Ça lui permet en fait de créer aussi de la gelée royale, de créer aussi de la cire. C'est vraiment ce qu'il faut en équilibre dans une ruche, du nectar, du pollen. Et un dernier facteur, c'est quoi? Personne? Voilà, de l'eau. L'abeille vont aussi récolter de l'eau pour pouvoir créer tout ça, avoir de l'énergie et s'alimenter. Et en fait, nous, en apiculture aujourd'hui, c'est les 3 premiers problèmes qu'on a. C'est l'environnement où on place nos ruches qui fait qu'on a déjà une bonne ou une mauvaise santé. Maintenant, c'est aussi compliqué de trouver des bons endroits. Pourquoi? Parce qu'on a eu beaucoup de modifications. On a eu le remembrement où on avait avant des petites parcelles découpées avec des haies, des arbres, une diversité. On a commencé à faire une agriculture intensive. Donc on a rassemblé ces parcelles pour faciliter à l'agriculture. On a aussi eu l'arrivée tout ce qui est produits chimiques. Donc ça a amené aussi à éliminer, là vous voyez c'est un champ où on voit bien la différence entre un champ à l'arrière qui est traité et un champ à l'avant qui est peut-être un peu moins traité. On ne va pas dire qu'il n'est pas traité parce qu'on ne sait pas non plus comment ça se passe. Et surtout, on a beaucoup de résidus aussi dans l'eau. On a un cycle aujourd'hui qui est très compliqué parce que trop pollué et ça mettra encore beaucoup de temps avant d'arriver à un équilibre qu'on a perdu. Donc voilà la première problématique de l'apiculteur, c'est déjà la bonne qualité de l'environnement et la bonne quantité de l'environnement. Notre problématique aujourd'hui, c'est aussi que sur certaines périodes, c'est-à-dire aujourd'hui jusqu'à juin, on a un écosystème qui est assez généreux pour les pollinisateurs. Mais une fois passé juin, ça commence à être plus compliqué. On a beaucoup moins de rentrées de nectar parce que justement, on a perdu cette grande diversité de fleurs. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut aussi agir sur ça en premier pas pour pouvoir avancer. Donc maintenant, on va continuer dans la ruche. Qu'est-ce que fabrique la ruche? Elle fabrique la cire. Donc l'abeille, en fait, elle a des glandes cirières sur l'arrière. Donc il y a 8 petites glandes cirières et elle crée ces écailles de cire. Et la cire pour elle, comme je disais, c'est construire son habitat. Donc l'abeille, aujourd'hui, elle peut construire comme elle veut, n'importe comment. Et nous, apiculteurs, on va l'aider en fait en apportant des cadres avec ces feuilles de cire
pour en fait faciliter, nous, les visites, ne pas casser à chaque fois sa construction, la perturber moins en fait, et permettre aussi qu'elle se développe assez facilement, parce que comme on l'aide aussi en apportant de la cire, il faut savoir que 1 kg de cire, c'est 8 kg de miel en énergie. Donc le fait aussi de l'aider et de ne pas mettre un cadre sans bâti, ou qu'elle pourrait, elle pourrait construire complètement, ça permet aussi à la colonie de se développer plus rapidement. Et donc l'apiculteur, lui, il peut récupérer aussi cette cire. Donc ces cadres, en fait, il va le placer dans ce qu'on appelle une chaudière à cire. Donc c'est un gros bas de vapeur qui est créé, qui permet de faire fondre la cire, qui est filtrée et qui permet après de créer ces blocs. Et du coup, après, qui peut être utilisé dans diverses choses, comme voilà, cirer les meubles. Bon, ça se fait plus trop maintenant avec nos nouveaux meubles, mais c'est des choses. Des bougies. Des bivraps. Alors le bivrap, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est remplacer le film alimentaire avec du coton ou du lin imbibé de cire. Donc j'en ai un là-haut, si vous voulez, je pourrais vous montrer après ce qui peut être utilisé pour la cire. Et l'apiculteur, lui, refait des plaques, enfin ramène ça à un cirier qui va prendre cette cire, la désinfecter, donc en la faisant chauffer à plus de 120 degrés à peu près. Et du coup, après, va recréer ses feuilles pour permettre en fait à l'abeille de facilement se réinstaller sur une ruche et sur un cadre. Donc elles vont aussi récolter la propolis. Donc la propolis, c'est une résine qui se trouve sur divers arbres. Elles vont la récolter et la propolis pour la ruche, c'est leur désinfectant et c'est leur mastic. Alors, désinfectant, parce qu'en fait, s'il y a un intrus, qu'elles arrivent à le neutraliser, elles vont le momifier. Et les Égyptiens l'utilisaient aussi, la propolis, dans la momification. Elles vont aussi fixer. Donc en fait, nous, dans nos cadres, on en a toujours en haut, sur les bords, ça colle. Si on ne visite pas une ruche assez régulièrement, des fois c'est même très compliqué de lever un cadre parce que c'est collé complètement. Donc c'est une résine très très collante. J'en ai aussi là-haut si vous voulez sentir après. Et donc nous, apiculteurs, on peut le récolter. On a deux possibilités. On a une grille à propolis. En fait, c'est des trous, là que vous voyez tout en haut. C'est une grille avec des trous qui est sur le sommet des cadres. Et en fait, elles vont remplir les petits trous de propolis. Et après, on peut les mettre au frais et les récolter. Ou alors, une deuxième solution, en fait, sur les cadres, on vient simplement nous gratter. C'est au sommet de cadre pour pouvoir en fait, la récolter et l'utiliser du coup dans diverses préparations pour la gorge, pour les pieds, enfin, voilà, pour beaucoup de choses, beaucoup d'utilisations aussi sur la propolis très intéressante. Qui est considéré aussi un problème pour nous apiculteurs, c'est qu'on n'a pas le droit de le transformer. On a le droit de vous le vendre en brut, mais si nous, on vous fait des préparations, donc en fait, où on appelle ça des teintures mères, la propolis est diluée dans l'alcool simplement, et en fait, c'est considéré comme une pratique médicale et on a interdiction normalement de vous la vendre. Il faut qu'on repasse par des laboratoires si on veut vous la vendre sous cette forme. Et c'est souvent sous cette forme que vous la trouvez parce que c'est beaucoup plus simple pour vous de l'utiliser en fait sous ce flacon liquide. Donc voilà la propolis. Et la dernière fabrication de la ruche, c'est le venin. Quelque chose qu'on ne pense pas forcément. Donc, le venin, il faut savoir qu'il n'y a que 2 castes qui ont un dard avec du venin. C'est la reine et les ouvrières, donc les abeilles. La reine a un dard lisse. Elle va l'utiliser qu'une seule fois. C'est sur le début de sa vie, quand il y a la petite guerre entre reines, pour éliminer les autres reines. Après, en général, elle ne l'utilise plus du tout. On peut prendre des reines à la main. Elles ne nous piqueront jamais. Et donc les abeilles qui piquent, elles, pour se défendre. Elles ont des dards crochus, on voit très bien ici. Et du coup, quand elles vous piquent, le dard reste. Les 2 poches à venin se décrochent et continuent à injecter. Et quand l'abeille fait ça, elle fait ça jamais. C'est jamais juste parce que vous avez ouvert la ruche, c'est vraiment pour de la défense à chaque fois. Donc, elle ne pique pas n'importe quand, n'importe comment. C'est vraiment quand il y a un côté défense, ou alors que vous l'avez serré. Et on peut récolter ce venin. Donc, on peut le récolter, pourquoi ? Pour le côté recherche au niveau de certains cancers, tout ça, il y a des recherches qui sont faites. Sur tout ce qui est arthrose, arthrite, il y a aussi des gens qui sont piqués exprès pour pouvoir gagner ça. Et aussi tout ce qui est personnes sensibles et allergiques à l'abeille. Donc en fait, pour les désensibilisations, on utilise le venin. Et pour récolter, en fait, sur l'entrée des ruches, vous voyez là-haut, vous avez une petite grille avec des électrodes qui vont envoyer une impulsion, donc une petite décharge, pour contracter en fait l'arrière de l'abeille et lui faire lâcher une micro-goutte. Et en fait, en dessous, ce que vous voyez, c'est un venin qui a été récolté sans tuer l'abeille. On peut discuter de la méthode, je suis d'accord que ce n'est pas non plus le top, mais voilà, ça permet de ne pas tuer l'abeille, genre moins. Donc voilà les produits créés
Et la dernière produit créé, c'est le plus important, c'est la gelée royale. Donc la gelée royale, c'est vraiment la nourriture pour les reines et les larves. Après, ce qui va changer, c'est la quantité. Donc là, vous voyez les larves. Donc là, la première phase que vous voyez, c'est des œufs. Donc c'est tout droit. Et après, vous commencez à voir voilà, c'est demi-croissant avec un liquide un peu plus blanc qui est la gelée royale. Alors c'est une gelée royale qui est aussi différente de là, où là, vous avez la création d'une reine. Avec une cellule beaucoup plus longue, beaucoup plus de gelée royale, et une gelée royale beaucoup plus énergétique que, on va appeler ça, nous, la bouillie de gelée royale, qui est un peu voilà, plus créée à la chaîne, en fait. Et comment, l'apiculteur, lui, récolte cette gelée royale pour vous la proposer, et bien en fait, il va lancer la création de nouvelles reines. Et il va stopper cette création de nouvelles reines au bout de 3 jours. Donc il va obtenir ça, ces petites barrettes qui sont commencées. Et en fait, il va enlever les larves et il va pouvoir récolter cette gelée royale. C'est pour ça que la gelée royale est un produit de luxe, parce que c'est très compliqué à en avoir des quantités et que ça demande beaucoup de manipulation, beaucoup d'interaction pour créer cette gelée royale. Donc le deuxième facteur, maintenant pour nous apiculteurs, qui est aussi un problème maintenant, c'est tout ce qui est insectes nuisibles et les maladies. Donc le premier insecte nuisible pour nous, c'est varroa. Varroa, pour schématiser, c'est comme le tique pour l'homme. La différence, c'est la taille. Un varroa, si on le mettait sur un être humain, il ferait la taille d'un lapin. Première différence. Deuxième différence, c'est la quantité où il se reproduit. Nous, on a beaucoup de problèmes avec varroa, parce que c'est un insecte, s'il y en a une dans une colonie, à la fin de l'année, il y en a 100. Sur la deuxième année, on en a 100, donc on en a plus de 1000 à la fin de l'année. Et en 2 ans, on a une colonie qui va à la mort. On le sait, et ça, c'est un des gros problèmes qu'on a. Et surtout, c'est un problème sur tout ce qui est essaim sauvage. Aujourd'hui, on ne voit plus aussi d'essaims sauvages, parce que c'est aussi un impact avec ce nuisible qui extermine ces essaims sauvages. On a aussi tout ce qui est pivers, lézards, souris, qui peuvent aussi tuer des ruches, en hiver surtout. Donc en fait, elles rentrent dans les ruches. La grappe est en hiver un peu moins actif et essaye surtout de maintenir sa température. Et quand vous avez genre un souris ou un pivert qui vient taper sur la ruche ou qui vient rentrer dans la ruche, ça détruit l'homogénéité, la grappe. Donc la grappe a froid et la grappe meurt. Vous avez la teigne et la fausse teigne. Donc c'est un papillon qui vient pondre dans la ruche. Le papillon va sortir, mais dans ces pontes, en fait, ce qui se passe, c'est que ces œufs s'acclimatent avec les phéromones aussi de la ruche, et du coup, les larves se développent, et elles créent, elles viennent s'installer partout. Si la colonie est assez faible, elle n'arrive pas à se défendre, et hop, ça va envahir toute la ruche, et les abeilles, après, du coup, partent. Et là, on a aussi un autre phénomène qui n'est pas encore en France, c'est Anita tunida, qui est un petit coléoptère, qui aujourd'hui est à nos portes. On sait que c'est quelque chose qu'on aura, on espère pas demain, on espère le plus loin possible, qui a un peu cette même forme, sauf que là c'est plus compliqué pour nous parce que cette petite larve, elle arrive même à aller dans le miel. Donc elle explose complètement la construction et le nid, donc toute la partie où l'abeille doit se développer, et du coup c'est une catastrophe complète. Donc ça c'est un nouveau problème. Et on a aussi guêpes, frelons européens et frelons asiatiques. Donc la guêpe et le frelon européen, ils ont des petites interactions, ils en mangent quand même, mais c'est très minime, c'est quasiment rien. Limite, pour nous, ça ne nous gêne jamais. Par contre, frelon asiatique, aujourd'hui, ça fait 10 ans qu'on est touché en France. Ça fait 3 ans qu'on est impacté sur Nancy. Et là, c'est un très gros problème. Pourquoi c'est un gros problème? Parce qu'en fait, ils génèrent du stress aux colonies. Les colonies, du coup, ne se développent plus, ne vont plus chercher à manger, donc vont aussi à la mort. Et aussi, il impacte beaucoup parce qu'il vient piquer et il vient prendre des abeilles en grosse quantité dans les ruches. Et donc pareil, il amène la mort des colonies. Notre moyen de lutte aujourd'hui, on n'en a pas beaucoup. C'est trouver le nid fondateur, trouver le nid et exterminer le nid de frelons. Ou essayer d'augmenter son cheptel de ruches pour espérer que la quantité va être diffusée au niveau de ces attaques. Mais voilà, donc gros problème pour nous aujourd'hui avec frelons asiatiques. Et donc on a aussi tout ce qui est maladie. Donc tout ce qui est maladie aujourd'hui, c'est très important, et quand on désire se lancer dans l'apiculture, c'est aussi un des points qu'il faut connaître.
Parce que reconnaître une maladie au début, on peut agir. Et certaines maladies, si elles ne sont pas déclarées au début et pas analysées au début, c'est pareil, ça vient à la mort. Et ça vient même polluer tout un environnement, toute une zone. Donc voilà, vous avez quelques exemples. Donc là, c'est l'abeille avec des ailes déformées. On voit bien qu'elle a plus des fermes. Donc ça, c'est une maladie qui est souvent liée à varroa. On a ce qu'on appelle un couvain plâtré ici. Là, vous avez une abeille qui est toute noire. C'est aussi une maladie. Voilà, vous avez divers trucs, la loque américaine et européenne, qui sont des maladies en diverses formes. Et aujourd'hui, il faut savoir qu'on n'a pas le droit de traiter avec des médicaments nos ruches. Le seul médicament qui est autorisé, c'est pour varroa. Et c'est tout. Donc, et le troisième impact, c'est la main de l'homme. La main de l'homme peut être favorable ou défavorable. On ne va pas parler du défavorable, on va parler que du favorable aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on peut aussi agir et aider. Mais il faut le faire aussi intelligemment. Aujourd'hui, nous, on peut aider, en fait, surtout en aidant à créer des essaims et des colonies. Sauf que quand on recrée une colonie, on ne peut pas le faire n'importe comment non plus, parce que la nature, comme je vous disais tout à l'heure, une reine va recréer une nouvelle reine. Nous, quand on va recréer, on va peut-être recréer avec une reine, 20, 30, 200, 1 million de générations sur cette reine. Donc si on crée sur des génétiques, des génomes à problème, on va encore faire tout l'inverse de l'équilibre, c'est-à-dire qu'on va nuire à tout ce qu'on fait. Donc quand on reproduit aussi, il faut avoir une réflexion. Ou on fait une reproduction comme la nature, c'est-à-dire qu'on reproduit une ou deux fois cette reine, ou alors on veut aller y reproduire plus, et là du coup il faut avoir une réflexion beaucoup plus poussée, en ayant une sélection sur ce qu'on fait. Donc ce que vous voyez là, c'est la sélection sur la forme du tard, le maintien du cadre. Est-ce que elle fait un équilibre avec du miel, du pollen et une ponte? Est-ce que l'abeille est capable de se nettoyer? Donc là, c'est un test que vous voyez. On vient congeler du couvain et en 24 heures, on voit si la colonie a ses traits de caractère pour se nettoyer. On a aussi aujourd'hui des chercheurs qui développent sur ce qu'on appelle une abeille VSH, donc qui va toute seule éliminer varroa sans traitement, sans rien. Donc ça, c'est beaucoup de choses aussi qui peuvent faire avancer, mais il faut le faire intelligemment et il faut partir aussi sur des choses plus réfléchies, plus posées, qui prennent beaucoup de temps pour vraiment aboutir à quelque chose de réel. Et on peut faire, du coup, pour sélectionner ça, de l'insémination de reines. Donc aujourd'hui, c'est agir avant la fin. Et nous, avec le fonds, c'est ce qu'on cherche à mettre en place, à faire. Donc on cherche déjà à amener des petites actions pour aider. Les premières actions, comme je vous disais, c'est planter de la fleur mellifère. C'est simple, c'est planter cette année pour cette année, et c'est déjà le premier pas et le geste assez simple que tout le monde peut reproduire. Et nous, là, sur la fin, on vous offre des graines même mellifères pour pouvoir commencer à agir aujourd'hui. C'est installer des ruches, mais comme je disais, donc installer des ruches, il faut ou le faire par quelqu'un qui s'y intéresse et qui le fait bien, et c'est pas dire je vais installer une ruche, je vais aider l'apiculture et puis laisser cette ruche un peu sans surveillance, parce que ça peut être l'inverse, c'est-à-dire que ça peut être un fléau pour d'autres apiculteurs qui aident. Alors, si on ne peut pas installer une ruche chez soi, on peut aussi aider autrement les pollinisateurs. On peut aider l'abeille sauvage en allant maintenant sur tout ce qu'on appelle boîte à insectes, faire aussi un tas de feuilles, des branches. Voilà. C'est réfléchir à comment on l'aide autrement que forcément en se disant je vais faire de l'apiculture pour l'apiculture. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on développe aussi, c'est une boutique en ligne, une marketplace. Donc aujourd'hui, on est en train de mettre en place un outil pour aider les apiculteurs. C'est-à-dire qu'on offre la possibilité à tout apiculteur de s'inscrire, de pouvoir proposer ses produits et pouvoir maintenir son activité. Aujourd'hui, il faut savoir aussi que dans les produits français, on a beaucoup d'importations. Et des fois, ce qui manque juste, c'est juste le petit lien direct entre son apiculteur, entre qui est dans le coin, qui fait quoi. Et nous, l'objectif avec cette marketplace, c'est ça, c'est de pouvoir apporter un outil de facilité à l'apiculteur pour pouvoir expédier sur toute la France son produit. Miel, cire, propolis, tous les produits. Comment agir avec nous? C'est très simple aussi. On va sur notre site internet, vous vous inscrivez, c'est gratuit, ça ne vous engage absolument à rien à part à montrer comme quoi vous soutenez l'action. Si vous voulez faire plus, on fait de l'appel aux dons pour pouvoir financer aussi toutes ces actions. Si vous ne voulez pas faire un don, vous pouvez aussi donner de votre temps. Les activités, comme je vous dis,
On met en place beaucoup d'actions et on a aussi besoin de bénévoles pour que ça prenne, que les choses se fassent et pouvoir aussi en faire beaucoup plus. Donc voilà, le site pour trouver. Je suis sur la fin aussi, si vous avez des questions pour pouvoir répondre et des fois faire avancer aussi autrement. Et quelques dates aujourd'hui, donc 2 dates là aujourd'hui où on fait des petites opérations bombe à graines, donc en fait c'est une façon aussi de planter différemment sans travailler le sol. Où vous pouvez venir gratuitement, nous aider à faire votre petite bombe et puis la lancer. Et on a quelques actions aussi où là on fait de l'échange et on cherche aussi des bénévoles pour pouvoir aussi discuter plus et échanger plus. Je vous remercie de votre attention. Est-ce que vous auriez des questions éventuelles? Non? Vous avez tout compris? On est sauvés, c'est bon. Moi, j'aimerais savoir le miel et le reste, en fait, à quoi sert à l'abeille? À quoi ça sert? Alors, le miel, le pollen, c'est vraiment l'énergie et c'est ce qui permet pour elle de créer donc, la cire ou la gelée royale. Donc la gelée royale, c'est un mélange entre la cire et le pollen aussi, plus aussi d'autres interactions. Attention, hein, c'est pas que ça non plus. Facilité et schématisé, c'est ça. Donc le miel, le pollen, c'est vraiment énergie et l'eau. C'est l'énergie pure. C'est-à-dire si on lui retire ça, c'est pareil, elle meurt. On a des mortalités aussi sur des apiculteurs, comme je disais, où l'apiculture aujourd'hui, il faut comprendre ce qu'on fait, il faut passer du temps parce qu'on a des apiculteurs qui ont perdu des ruches parce qu'elles sont juste mortes de faim. C'est aussi ça. Donc il faut comprendre comment ça marche, il faut comprendre cet équilibre et il faut aider au mieux. Donc c'est vraiment l'énergie tout ça, le miel. C'est quoi les médicaments contre les parasites? Alors, c'est pas qu'il n'y a pas de médicaments, c'est qu'aujourd'hui on a différentes choses. On a eu thymol, on a eu acide oxalique, acide formique, voilà. Donc il y a un panel un peu différent et varié. Et c'est là aussi où nous on a un problème parce que ces médicaments sont limités, on n'en a que 12 autorisés pour l'utilisation et on sait qu'on a des problèmes d'accoutumance sur certaines générations vu que c'est comme tout, c'est le cycle, c'est ceux qui meurent sont ceux qui ne résistent pas, mais ceux qui restent sont ceux qui ont une résistance à ce médicament. Donc les générations X sur ces médicaments, on sait qu'on peut avoir de l'influence. On nous dit que non, mais voilà. Alors le mieux pour nous, c'est toujours varier. Essayer d'avoir des générations où elles ne s'habituent pas à ce médicament. On a différentes méthodes où c'est sur des languettes qui ont été imbibées, qui sont mises, où ça peut être pulvérisé, comme vous dites, un coup de chaleur qui permet d'avoir une vapeur et puis d'être mis au sommet des ruches. On a aussi en liquide qui passe, qu'elles mangent ou qu'elles avalent. À peu près tout dans les modes d'utilisation à peu près. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la recherche, elle est aussi plus sur une abeille qui va se défendre tout seul. Parce que tout ce qu'on va faire là, genre aussi j'avais vu une ruche qui en fait augmente la température à l'intérieur pour le faire mourir avant parce que la température de quelques différences fait mourir varroa et pas l'abeille. C'est des choses, on va dire, où c'est interactif avec l'homme. Mais ça, c'est pas bon pour notre avenir aussi. Ce qu'on a perdu aussi beaucoup et ce qu'on oublie de parler, c'est l'abeille sauvage. Enfin, l'abeille mellifère sauvage, c'est-à-dire tous les essaims sauvages à droite à gauche, qui eux vivent pas parce que ils n'ont pas tous les traitements, ils n'ont pas tout l'aide qu'il y a aujourd'hui avec l'apiculture moderne. Hein. Donc, aller sur cette abeille VSH sélectionnée, c'est avoir en fait ce que fait la nature naturellement, c'est-à-dire une sélection naturelle, mais un peu plus rapide pour pouvoir avoir tout ça et regagner tout ça. Comment aider biologiquement les abeilles à survivre? Comment les aider à survivre? Biologiquement? Naturellement, sans médicaments? Non, il ne faut pas. Le mieux, c'est l'environnement parfait. Enfin, c'est ce qu'on avait il y a plus d'une centaine d'années en arrière, quoi. C'est pas de chimie, sauf qu'aujourd'hui, on a eu les choses, c'est impacté, c'est trop tard. Il faut plus revenir sur quelque chose, mais même revenir sur quelque chose, ça va mettre des années avant d'avoir que le sol se nettoie, que l'eau se nettoie. Et si on arrêtait tout de suite, hein, c'est aussi ça qu'il faut prendre en compte. Hein. Et quand on dit arrêter tout de suite, il y a beaucoup de facteurs. On ne parle pas que des paysans, là, attention. Hein. Les paysans, aujourd'hui, ils ont subi aussi une obligation que l'État leur a imposée de fonctionner comme on est aujourd'hui. Il ne faut pas non plus tout jeter sur les paysans, mais il n'y a pas que aussi. Hein. Il y a tout ce qui est aussi au niveau des traitements des eaux, de
tous à chacun ce qu'on consomme aussi comme médicaments et autres, qui ont aussi des effets, hein, attention. C'est vraiment une complexité. Donc, pour nous, l'idéal, c'est récupérer un environnement parfait, mais ça va mettre beaucoup de temps. Ils n'ont pas de plantes favorites? Pas de... Plantes favorites? Non, je dirais l'abeille, c'est comme nous. Nous, on nous dit 5 fruits et légumes par jour, il faut varier. C'est pareil avec l'abeille. Hein. Faut varier la diversité. Plus c'est divers, plus ça a des équilibres aussi à amener voilà, tel type de pollen. C'est pareil, hein, c'est la même chose. Il faut une diversité, et plus il y a de diversité, mieux c'est. Vous avez des ruchers écoles, vous faites des formations Alors, avec Apis and Love aujourd'hui, pas. Par contre, on essaye de monter avec ce qui existe déjà, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup déjà de ruchers écoles qui existent. On essaye plus, nous, de fonctionner avec eux pour être en fait un point pour le grand public qui permet de rassembler et de comprendre qui est quoi, qui fait quoi dans son secteur. Sinon, c'est pas possible. Hein. Mais des ruchers écoles, oui, c'est déjà aussi le premier pas pour comment prendre l'apiculture, pour se mettre à l'apiculture. C'est un des premières approches à avoir avant de prendre une ruche, à aller à un rucher école, à rencontrer l'abeille et à comprendre le fonctionnement, bien sûr. Par contre, ce qu'on fait et ce qu'on est en train de mettre en place, c'est les premières rencontres. Donc, vous équipez au niveau voilà, sécurité vareuse pour pouvoir faire de l'interaction et que vous ayez cette sensation quand on ouvre une ruche, voilà, cette odeur, ce bruit qui est aussi, pour moi, à mon sens, qui est intéressant aussi à présenter aux gens et à aider pour faire comprendre. Vous avez quelle ancienneté au point de vue fondation de votre... Alors, le fonds de dotation, il est très jeune. C'est-à-dire qu'il a été créé en août cette année. Moi, je fais de l'apiculture depuis plus de 10 ans. Sur le côté, on va dire, où j'essaie d'aller, donc tout un suivi sur la reproduction et l'élevage, ça fait 3 ans moi que j'essaie de comprendre tout ça et de mettre en place les choses. Mais comme on dit, hein, c'est pas l'âge qui font, c'est ce qu'on fait maintenant et ce qu'on avance maintenant aussi. Hein. Et on apprend de ses erreurs, on avance aussi en faisant et en pratiquant. Et il faut faire. De toute façon, aujourd'hui, il faut faire et il faut avancer. Donc on dit la valeur n'attend pas le moment où vous allez. C'est ça. Et il y a des fleurs qui donnent plus de nectar que d'autres. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors ça, on a quelques sites spécialisés justement dans tout ce qui est botanique qui font aussi ça, un petit rappel de cette fleur a tant de pourcents de pollen, tant de pourcents de nectar et cet équilibre. Et du coup, c'est ce qu'on cherche des fois nous aussi à sélectionner dans celles qu'on essaie de mettre en place. Vous vous rapprochez des manifestations qui existent déjà, comme la fête des co-villages à Oudon, par exemple? Oui, non, mais oui, bien sûr, bien sûr. J'ai essayé de vous vendre là-bas au cas où, à Paul Bouget. Bah, dès qu'on nous propose et qu'on peut au moins voilà, transmettre et échanger, nous c'est avec plaisir qu'on y va et qu'on transmet, qu'on essaie d'avancer. C'est ça.